c'est un film d'horreur, je trouve. Il déplace les ruches. Il déplace les ruches, c'est comme... elles sont exploitées, elles sont les unes concentrées. C'est comme une batterie de poulets. Comme les poulets en batterie. Il n'y a aucun respect. Dans des abeilles et des hommes, on entend l'apiculteur qui est censé adorer ses abeilles, qui dit en entendant les abeilles, le bourdonnement des abeilles, il dit « Oh, vous entendez, c'est le bruit du pognon. » C'est ça comme ça. Parce que moi, ça me fond. Et en plus, on voit que ils aspergent les amandiers de pesticides alors qu'il y a les abeilles. Oui, il y a les êtres humains aussi en dessous alors. Donc, alors là, c'est la surexploitation à l'extrême, mais il peut y avoir aussi des surexploitations d'apiculteurs qui ne laissent rien dans la ruche de miel et qui nourrissent à l'eau sucrée. Et ça, c'est... l'eau sucrée n'a pas du tout les mêmes nutriments que le miel, donc ça affaiblit l'abeille. Sur la surexploitation de l'abeille domestique. Nous on a une petite production, mais on leur laisse beaucoup de miel chaque année. On leur laisse une bonne quantité de miel pour être sûr qu'elles ne soient pas... Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Déjà, ne pas utiliser de pesticides sur nos plantes dans le jardin, sur le balcon. Si vraiment il faut en utiliser, c'est hors floraison, hors période de floraison des plantes. Mais le mieux, c'est de ne pas utiliser du tout de produits chimiques. Il y a une loi, le ministre de l'Agriculture qui a, Monsieur Le Foll, qui a limité l'épandage des pesticides seulement la nuit. De nuit, c'est idiot. Donc, ça limite un peu l'impact. C'est pour moi qui va regarder. Ça tue les escargots. C'est ça. Et surtout, on pourrait se dire que du coup, le lendemain, il y a eu l'épandage la nuit. Le lendemain, les abeilles viennent butiner. Elles vont, du coup, les pesticides seront un peu dilués, évaporés, voilà. Donc elles vont en rapporter quand même, mais elles vont en rapporter dans la ruche. Donc elles vont contaminer la ruche. Du couvain qui ne sort pas. C'est pas. Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre les multinationales qui sont hyper puissantes. Ouais, c'est des lobbies. Oh, tout le monde dans la trouille, au gouvernement, ils n'ont pas c'est très difficile d'interdire les produits. Contre Bayer, vous pouvez rien faire. Non, rien faire contre eux. Vous pouvez rien faire. Ils ont tous les pouvoirs. Rien faire. Mais bon, déjà à notre échelle, ne pas en utiliser, ne pas en acheter, les graines, c'est pareil. Dire autour de nous, si on connaît des agriculteurs qui utilisent des produits. Vous savez, ces gens-là, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Leur expliquer. Vous avez quels gens? Monsanto. Ah oui. Ils ont le pouvoir sur les gouvernements. Vous parliez de l'État, mais qu'est-ce qu'il peut faire l'État contre ces lobbies? Vous connaissez. Il y a toute une industrie chimique derrière. C'est pas. Voilà. Il faut sensibiliser la population. Des pouvoirs de pression terribles. Ce travail d'éducation. Le pesticide, c'est plus simple. La révolution par là-bas, parce que par l'eau, ça fout pas mal. Mais bon, il faut être optimiste. Alors là, il faut réintroduire la nature en ville. Donc là, il y a une abeille qui fait la manche et qui demande, qui dit j'ai faim, s'il vous plaît, plantez des fleurs. Donc notre rôle aussi, c'est de planter des plantes mellifères qui produisent du nectar, qui ont du pollen, qui produisent du pollen. Alors, moi en général, je préfère donner des petites pistes sur les plantes mellifères du début de saison ou de fin de saison apicole.
à la sortie de l'hiver et avant l'hiver, l'automne. Parce que, bon, en général, en ville, il y a assez de plantes en été. Dans la période active, très active des abeilles, il y a assez de plantes. Et souvent, pour ces deux périodes-là, creuses, on va dire, c'est moins évident. Alors, donc à la sortie de l'hiver, en début de saison, donc, alors ça j'ai prélevé ces plantes d'un livre sur les plantes mellifères. Donc perce-neige, la petite pervenche, bon je vous laisse lire, le crocus, le romarin, l'oreiller, le lierre terrestre. Après les arbres, les abeilles vont aussi beaucoup sur les arbres. Noisetiers, saules. On a fait analyser notre miel de Bali Environnement et le nôtre et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'arbres, de pollen d'arbres. On était surpris, ils ont trouvé des quantités importantes de pollen de châtaignier, alors que sur le terrain de la Lisette, il n'y a pas de châtaignier. Donc je pense qu'une abeille peut voler assez loin, donc elles vont assez loin chercher du pollen de châtaignier. On va au-delà de 4 kg, 3 kg. Après, elles sont plus rentables parce qu'elles consomment plus d'énergie. Ben oui. Justement, comment on peut certifier qu'il y a du miel bio, sachant que ça m'intéresse que dans l'environnement de 3 à 5 km, il n'y a pas de... Alors il paraîtrait que le miel n'a pas est filtré par l'abeille. Le nectar. Les produits chimiques sont filtrés par l'abeille et dans le miel on ne retrouve pas. Entièrement. À ce moment-là, tous les miels bio, le miel chinois. Mais tous les miels bio, c'est une arnaque totale. Alors, qui vendent du miel bio, c'est évident. Miel bio, c'est aussi surtout les produits de traitement des abeilles, sur les maladies des abeilles. C'est-à-dire qu'on peut traiter avec des produits chimiques, des antibiotiques, des choses comme ça, les maladies des abeilles dans la ruche. Mais il y a aussi des traitements biologiques aux huiles essentielles, etc. Donc ça, c'est les miels bio. Il faut qu'ils soient traités comme ça. Nous, dans l'apiculture écologique, en fait, on ne traite pas du tout dans la ruche. On a un décontaminateur à côté, ce qui permet on fait un transvasement dans le décontaminateur, on met toutes les abeilles dans le décontaminateur, là on traite, bio ou pas bio, pendant 2 jours, et après on les remet dans une ruche totalement neuve, et de toute façon c'est elles qui construisent leur cire, donc c'est des cires neuves et pas du tout contaminées par des produits de traitement chimique. Donc voilà, mais c'est vrai que dans les miels, du coup le miel est en contact avec les produits chimiques de traitement des maladies. Comment vous traitez le varroa? Aucune zone, on ne peut certifier pour l'instant, aucune zone entièrement bio. Pour l'instant, on n'a pas eu à traiter. Donc retournons sur les plantes mellifères. Donc en fin de saison, le lierre commun, on les voit beaucoup, nous on en a chez nous, on les voit aller sur les fleurs. Viornetin, Crocus sativus, Balote, Brunelle commune, Sarrasin, Reseda, Facélie. Préserver aussi les espaces verts, les vieux arbres creux, parce que les abeilles domestiques, les essaims sauvages, ils se mettent dans les arbres creux. On a sauvé un essai qui était sur le terrain, le parc Rosenberg, qui était dans un des troncs, un peu en hauteur, et la municipalité a eu peur quand ils ont fait Copacabagneux, qui est les gens qui se fassent piquer. Et donc ils ont coupé l'arbre. Ils avaient l'intention de couper l'arbre depuis longtemps. Ils ont coupé l'arbre, ils l'ont transporté comme ça, et ils l'ont mis sur le terrain à côté des autres ruches. C'est une ruche qu'on ne pourra jamais exploiter. Elle est simplement en démonstration, mais apparemment elle se porte bien. On a au moins sauvé les seins pour le principe. Après, si on voulait récupérer bien, il faudrait couper le tronc en rondelles.
que faire d'autre? Donc installer des hôtels à insectes. Donc les hôtels à insectes, c'est plus pour les abeilles sauvages. Parce que bon, oui, là, toute la conférence, c'est les abeilles sauvages et domestiques qui sont autant touchées les unes que les autres. Les abeilles sauvages, d'ailleurs, par les pesticides en tout cas, elles sont davantage touchées parce qu'il y en a qui sont toutes petites et du coup, qui dit plus petit dit plus vulnérable. Et aussi il y a des abeilles solitaires qui n'ont pas de... Ah oui, d'accord. Enfin, la descendance est plus difficile, quoi. Donc installer des hôtels à insectes, donc ça c'est pas très compliqué. Hein. Et donc installer, si vous le pouvez, si vous le voulez, une ruche de préférence, je dirais, écologique, respectueuse des abeilles, du mode de vie sauvage des abeilles. Voilà. Des choses qu'on peut faire à notre échelle. On est allé voir dernièrement un monsieur qui a plusieurs ruches à Arcueil à côté. Il a pas mal de ruches traditionnelles. Et il est en train d'en remettre une partie en ruche écologique parce qu'il trouve que c'est plus efficace pour les abeilles. Mais tout est intéressant. Nous, on est dans l'observation aussi et dans le dialogue avec les apiculteurs traditionnels. C'est vrai que notre démarche, elle n'est peut-être pas toujours... je pense que la ruche écologique peut se défendre sur le plan production, mais il en faut peut-être un peu plus que sur les ruches. Qu'est-ce que c'est qu'une ruche écologique? Alors une ruche écologique, la particularité c'est qu'elle est assez étroite, elle est assez proche de ce que vit une ruche dans un tronc. Il n'y a pas de cadre. La ruche traditionnelle utilise des cadres et ils enlèvent régulièrement les cadres pour observer. Nous, on met simplement une barrette avec une amorce de cire et elles construisent leur rayon en fonction de ce démarrage de cire. Et on trouve ça plus intéressant parce que du coup, elles vont construire leur ruche avec une ventilation. La propolis, c'est quelque chose de très important dans la ruche. Et vont construire leur ruche en fonction de leurs besoins de ventilation, pas obligés sur des cadres. Alors, le ramassage est différent puisque nous, on n'utilise pas une centrifugeuse. On pense que aussi la centrifugeuse fait perdre certains produits volatiles de la miel. On casse les rayons et on les récupère dans un container avec un système simplement de gravitation. Une ruche écologique, elle a aussi la particularité qu'elle souffre sur la partie arrière, donc on observe régulièrement la vie de la ruche et l'évolution de la ruche. On voit ce qu'on ne voit pas sur une ruche habituelle. Une ruche habituelle, vous les voyez rentrer et sortir, c'est tout. Là, vous les voyez de par l'intérieur, donc vous les voyez se mettre à l'entrée, ventiler la ruche, vous les voyez construire, faire une opération qu'on appelle le fil à plomb. Elles se pendent les unes aux autres pour avoir une régularité et pour construire leur rayon. C'est une autre approche. Ça ne les dérange pas qu'il y ait de la... Le jour rentre dans la... En fait, il y a des... C'est fermé. La vitre, il y a un volet, si vous voulez. On ouvre, on regarde, et on referme. C'est pas en permanence. Si on le laisse en permanence ouvert, au bout d'un moment, ça les dérange et elles vont mettre de la propolis. C'est ce que je pensais, que c'était en permanence. Non, c'est... Le fait qu'elle soit vitrée donc à l'arrière, c'est essentiellement pour observer l'état de la colonie et ça permet de ne pas ouvrir la ruche régulièrement. On peut observer la fameuse danse, la danse en 8 qu'elles font pour s'informer. On peut l'observer régulièrement. Et ça m'intéresse d'aller voir. Alors là, j'ai un papier, si vous voulez mettre vos coordonnées pour l'association Val d'Environnement pour vous proposer des visites. Mais qu'est-ce qu'elles attrapent comme maladie, les abeilles? Alors elles ont pas mal de maladies. Elles ont un parasite qui s'appelle le varroa, qui est une espèce de petit acarien qui s'est développé pas mal ces dernières années. Je pense que la concentration de certaines ruches à certains endroits a fait que ça s'est développé. Elles ont des prédateurs comme le bourdon d'Asie, le frelon d'Asie, je veux dire,
qui est en train de remonter. Il n'est pas encore arrivé chez nous, mais il ne va pas tarder. Il est assez proche. Il y a apparemment quelques observations. Moi, j'ai une cabane avec un nid d'abeilles sauvages dans la cabane. Et on les voit, ils arrivent, ils se mettent en vol stationnaire, et hop, ils plongent, et ils sont arrivés à détruire tout un essaim, parce qu'ils prélèvent sans arrêt, ils arrivent à... Là, bon, il y a quelques techniques actuellement qu'on essaie de mettre en place, des pièges, des choses comme ça marchent plus ou moins bien, c'est vrai que c'est assez difficile à contrôler. Nous, pour le moment, il y a des animaux comme ce qu'on appelle la fausse teigne, qui est un animal qui se met à l'intérieur qui est un papillon qui se met à l'intérieur des rayons, et la larve mange la cire. Nous, pour le moment, je touche du bois, on n'a pas eu trop de catastrophes. On a eu un essaim qui, il y a 2 ans, où il a fait très froid, puis un coup de chaleur. Apparemment, la reine est sortie. Et du coup, il a refait froid les jours suivants. Je pense qu'elle n'a pas supporté le choc. Et donc, on a été obligé de remettre un autre essaim. Et ça, c'est un petit peu les aléas par rapport à des différences climatiques. Mais sur le plan sanitaire, on a des ruches qui sont en bonne forme. Même trop, on a du mal à gérer la progression, parce que nous, on leur met des hausses. On met des étages, si vous voulez, chaque fois. Quand on voit qu'une hausse est pleine, on en met une autre. Et au bout d'un moment, on ne peut pas monter pour faire des HLM de ruches. Donc, on essaye de trouver une solution. La solution, c'est qu'en fait, très souvent, elles essaiment, mais le but, c'est qu'à partir du moment où elles essaiment, c'est l'ancienne reine qui va quitter la colonie, qui va partir avec aussi une bonne partie du miel, on fait une partie du miel. Donc nous, ce n'est pas dérangeant dans notre esprit, puisque notre esprit, c'est d'avoir des abeilles qui soient en forme et de pouvoir les observer. Mais c'est vrai que pour l'apiculteur, c'est pas le but. Les petites abeilles qu'on voit dans nos jardins, les petites, parce que maintenant, moi je vois plus de bourdons. Oui. En ce moment, plus de bourdons que d'abeilles. En ce moment, En ce moment, il n'y a pas grand Enfin, à ce moment, je ne parle pas là, non, oui. mais bon, l'été, enfin, voilà, le dernier, bref. Voilà, je trouve qu'il y a un changement. Toujours des bourdons, il y en a toujours eu pas mal. Mais alors, il y a peut-être autant de bourdons, mais il y a moins d'abeilles. Et puis, des fois, il y a des petites abeilles. Alors, curieusement, les petites sont on dirait des mouches, mais c'est pas des meilleures pollinisatrices que les grosses. Et c'est vrai que chaque abeille, plus il y a d'abeilles qui vont visiter une fleur, plus la pollinisation sera efficace, et plus il y aura de fruits, plus le fruit sera de cette origine pas toujours. On se dit, bon, ça a été pollinisé, c'est vrai, on est tranquille. Mais non, il faut une pollinisation. C'est vrai que la richesse de la production est liée à cette pollinisation. Une fleur de courge, si elle n'est pas pollinisée, ça fait une fleur de courge. Ça fait rien du tout. Et le miel, alors votre miel que vous vendez, est-ce qu'il est trafiqué ou pas? Il n'est pas trafiqué, on ne rajoute pas de sucre, on Mais rajoute... justement, donc, je sais que je taquine, mais donc qu'est-ce que c'est qu'un miel trafiqué? C'est un miel qui est mélangé avec d'autres miels. C'est un miel qui est mélangé souvent avec des miels chinois ou des miels vietnamiens. Comme vous regardez, il y a un miel d'origine européenne et autres. Donc justement, il parle du sucre. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de sucre avec En fait, quand ça se passe? Alors, quand justement les apiculteurs prennent tout le miel et remplacent par de l'eau sucrée, les abeilles vont transformer le sucre en miel, et ça va être du miel de sucre. C'est ça qu'on appelle trafiqué ou Bah, c'est trafiqué par les abeilles, c'est pas trafiqué par l'homme, enfin, c'est trafiqué par les abeilles. C'est pas du miel de fleurs.
Donc c'est nul, quoi. Mais c'est pas du tout le même miel. Non, mais je croyais que l'apiculteur, pas très honnête, qui rajoutait du sucre pour augmenter la quantité. Après, il y a toute forme. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi des ajouts, des mélanges de miel de provenance différentes. On a vu un reportage une fois à la télé où ils montraient comment ils fabriquaient le miel, mais chimiquement. Alors, ils mettaient un petit peu de miel et le reste, c'était. Ça, je l'ai vu. Ouais. Et le reste, c'était quoi, pardon? Alors, je me souviens plus, mais c'était des produits chimiques. Hein. Je me souviens plus. Enfin, voilà. Donc, le mieux quand vous achetez le miel, c'est de l'acheter à un apiculteur avec qui vous pouvez discuter, parce que les miels de supermarché, en général, c'est les miels surtout dans les... L'huile de miel. C'est fait, disons, pour plaire au consommateur, parce qu'il est liquide, il s'étale bien sur la tartine, il a une belle couleur, etc. Mais voilà, il n'est pas cher. Qu'est-ce qu'elles mangent l'hiver, les abeilles? Alors en fait, l'hiver, voilà, leur réserve. Donc c'est pour ça que, en fait, pourquoi elles travaillent, pourquoi elles stockent dans des rayons? Oui, c'est pas pour nous. Hein. C'est pas pour nous. C'est pour elles, c'est pour l'hiver. Elles mangent leur miel de fleurs et le pollen. Et donc en fait, elles se mettent en grappe pour se tenir chaud. La reine est au centre de la grappe. Parce que la reine, c'est très important. S'il n'y a plus de reine, la colonie est complètement désorganisée. Donc voilà. Elles se tiennent chaud. Les abeilles du centre, du coup, mangent les provisions. Et puis ça tourne. Elles vont ensuite à l'extérieur pour que les abeilles de l'extérieur arrivent au centre pour manger. Ça tourne comme ça. Mais voilà. L'activité est très réduite, c'est pour ça que les abeilles d'hiver vivent environ 6 mois, le temps de l'hiver et le temps d'être remplacé par d'autres butineuses, des jeunes butineuses, et que les abeilles d'été, de saison intensive, vivent 1 mois environ. L'abeille que vous voyez sortie de fleur en fleur, elle est en fin de vie. D'abord, elles sont à l'intérieur de la ruche. Ça ne dure pas longtemps, Elle vit en tout. Ah non, c'est 1 mois. 1 mois. Moi j'ai entendu beaucoup de mal du miel de Chine, mais alors qu'est-ce qu'il a ce miel de Chine? Je ne sais pas comment il est fait, je ne suis pas allé en Chine, donc c'est vrai que c'est un peu. On se pose des questions. Non, ça c'était une région. Mais, parce qu'il y a beaucoup de miel qui vient de Chine, donc il doit bien y avoir des abeilles. Mais... C'est plein de produits pharmaceutiques. Il faut aussi penser que c'est du miel avec du sucre, c'est quoi? Il y a surtout des produits pharmaceutiques, et surtout des produits chimiques. Pharmaceutiques. Moins que chez nous, Pas forcément chimiques. Oui, pharmaceutiques. Les gens viennent du monde du traitement. Donc, le plus mauvais miel, c'est Le plus mauvais miel, c'est quoi? Pourtant. les gens miel qui de font le France. traitement Oui, là, c'était des produits phytosanitaires, on est les champions. On n'aille pas en Chine, parce qu'il y a des régions où il n'y en a carrément plus du tout d'abeilles, tellement ils ont mis de produits. Alors, lorsque les abeilles butinent le colza, par exemple, qui lui-même est traité, ça fait quoi comme miel? Après manger ce miel? Moi, j'ai entendu dire que le miel était, que l'abeille filtrait. Maintenant, je n'ai pas étudié la teneur en. Il y a le filtre, mais il y a une telle mentalité chez les abeilles qu'il faut se poser des questions. Non, mais je comprends bien. Ça dit que ça les fait mourir. Ça les fait mourir. Ça les fait mourir. Après, pour nous, notre consommation du miel de colza traité, je sais pas. Oui. Je sais pas. Il faudrait faire des Parce que quand je recherches. vois le paysan qui met tous ces trucs au milieu du colza, franchement, je ne donne pas envie de le manger. Hein. il n'y a pas eu de recherche de faire sur. Comment ça se Dans pose des les questions sur teneurs. la Les chercheurs n'ont surutilisation pas. des pesticides, c'est vrai Il n'y a
vient du début. Peut-être, il faudrait chercher regarder sur cancer Internet. chimique, par exemple. Ben oui, mais bon, quand vous êtes toute la journée derrière un tracteur avec la chaleur et tout ça, je comprends que les gens, ils en ont marre de mettre des protections, mais en plus, les protections, elles sont plus ou moins efficaces. Oui, mais enfin bon, moi je connais un peu les paysans, ils sont dans une espèce d'engrenage, de production, de rembourser leur machine, etc. Donc moi je ne leur jette pas la pierre, c'est vrai qu'il y en a plein qui se mettent à remettre en question, qui se posent des questions, qui se rendent compte qu'il y a quand même de plus en plus de problèmes. Mais c'est vrai que souvent ils sont pris dans une espèce de productivisme à tout prix, ils sont endettés, etc. Donc voilà. C'est en train de changer. Oui, ça évolue. Ça change. C'est long. Ça évolue, mais bon, les jeunes générations se posent des questions. Et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur l'intérêt du bio. Oui. Mais on est loin du compte en France par rapport à... On peut être trompé par le bio. Oui, voilà, on est loin du compte. Vous connaissez l'organisme Polynis? Polynis qui est sur Internet, se disant qu'il est là pour nous défendre auprès du gouvernement, pour arrêter les Ils envoient des pétitions tout le temps. Oui, Il nous envoie des pétitions tout le temps à signer. Oui. Et vous connaissez pas plus que ça? Ils font pas aussi des parrainages de ruches? Ouais. Oui, Oui, il faut se Nous, méfier. on a imaginé de faire ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas de jardin, et qu'on ait des ruches qui soient comme ça parrainées par plusieurs personnes qui pourraient avoir une ruche sur le terrain de la Lisette et s'occuper à 3 ou 4 d'une ruche et après partager le miel. Parce que l'air de rien, c'est quand même du travail, une ruche. Nous, on est dans l'observation, on n'est pas dans la fabrication. Mais c'est vrai que, on n'est pas dans, disons qu'on n'est pas dans l'intervention. Mais malgré ça, ça demande quand même une surveillance régulière. Et là, par exemple, on a prélevé que sur une seule ruche sur le terrain de la Lisette. Mais la récolte du miel, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est un travail. On a eu pas mal d'élèves qui ont participé. Mais c'est une implication quand même. Vous avez eu combien de hausses variegatinos en tout, pleine? C'est pas des variegatinaux, c'est des varé. C'est pareil, c'est les mêmes. Les frères Varé, Gatineau, tout ça, c'est la même chose. Non, parce que les gatineaux ne sont pas vitrés. Alors qu'est-ce que c'est? Non, mais vous avez fait combien de hausses? Alors, bon, chez nous, dans notre jardin, on a eu en tout, pas récolté, en tout 5 hausses, donc 5 étages. 5 étages où les abeilles ont fait des rayons. Comme on leur laisse 2 hausses pour l'hiver. Donc vous avez récolté 3 hausses? Non, on a eu 4 hausses. 4 hausses. 4 hausses. 20 kilos, 4 hausses. Vous êtes bien... On a laissé 2 hausses pour elles pour l'hiver. Et on en a récolté 2, donc ça a fait 23 kilos. Parce que pour l'hiver, vous laissez un corps plus une hausse. Alors, vous n'avez pas de couvain dans la hausse? On n'a pas de corps. Nous, c'est que des hausses, il n'y a pas le corps. Oui, c'est des divisibles, d'accord. Bon, il y a le corps de ruche, c'est un élément. Et puis au-dessus, vous avez des roues en dessous. Vous mettez les hausses en dessous, mais peu importe. Peu importe. Donc si vous avez laissé un corps et une hausse et que vous en avez récolté 4 pour 20 kilos, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais... Bon, bah, félicitations alors. Parce qu'une hausse d'Adam, c'est 18 kilos quand elle est bien. Et extraite, extraite. Alors, c'est bien ça. Mais alors, je ne comprends pas. Comment vous avez pu avoir 20 kilos sans passer ça à l'extracteur? Alors, en fait, au début, on tâtonne, parce qu'on est débutant quand même. Comme disait Juan, on a d'abord récolté sur la ruche de la Lisette. Donc là, on a récolté une seule hausse, on a eu 10 kilos. Mais 10 kilos, je pense qu'on aurait pu avoir 12 kilos. Parce que justement, on tâtonne et la façon de récolter n'était pas optimale. Qu'est-ce que vous appelez tâtonner? Tâtonner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'apiculteurs en ruche écologique.
et que Non, la en ruche, façon de récolter... Plutôt en ruche Variegatino, parce que toutes les ruches sont écologiques. Parce que vous avez des ruches écologiques avec, vous avez une vitre derrière, mais vous ne voyez pas le couvain. Si un jour vous avez la loque américaine, méfiez-vous, hein, vous allez pourrir toutes les ruches du quartier, et vous ne le verrez pas. Donc, je vous l'ai déjà dit. Donc rappelle, pour, je vous l'ai déjà dit, il y a 2 ans. Donc, méfiez-vous à ça. Hein. Donc La réponds cardiose, pour c'est pareil. l'extraction. La nosémose, c'est pareil, vous ne la verrez pas. Je réponds pour l'extraction du miel. Comment on a fait pour avoir 23 kilos? On laisse écouler le miel, on prend les rayons, on désopercule les cires, mais après on casse les rayons, enfin on coupe les rayons en morceaux et on laisse aérer comme ça dans le filtre. Parce qu'il y a 2 côtés. Il s'écoule dans le maturateur. Et là, pour notre récolte de ruches personnelle, ça a été quand même beaucoup plus rapide parce que voilà, on a eu l'expérience de la première, etc. Et ça s'est écoulé le soir, tout était presque. Vous retournez les rayons, hein, parce que les rayons sont comme ça. Hein. Vous les retournez de telle façon que ça s'écoule mieux. Enfin, j'espère que vous l'avez fait. Bon, on retourne pas. Enfin, ils sont coupés, vous avez dit. C'est pour ça que je pose des questions. Venez voir. Pour la récolte de septembre 2015, on vous invite. Oui, parce que là, vous me parlez chinois. Moi, ce que vous dites là, je ne comprends rien du tout. Extracteur, sans extracteur. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de cadre. Ils n'ont pas de cadre. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une barrette. Un extracteur, en fait, les cadres mobiles, on les met dans une centrifugeuse, on tourne, ça tourne et le miel est projeté des alvéoles. Donc là, nous, on n'a pas ça. On fait à la main. On fait, voilà, non, ça s'écoule tout seul. Par gravité. Ça s'écoule tout seul parce que vous entamez l'écoulement à la main. On désopercule, c'est-à-dire que Et après, comment ça voilà, c'est bouché par de la cire, on enlève la cire des alvéoles et le miel s'écoule déjà. Et après, on coupe. Il n'y a pas de bestiole là-dedans. Non, il n'y a pas. Je veux dire, il n'y a pas d'abeilles. Il n'y a pas d'abeilles. Non, parce que quand on récolte, on les enfume. Alors, on a eu un problème d'enfumage, nous, cette année, parce qu'on avait des élèves très efficaces et qui ont fumé, et le miel a pris un petit goût sur la météo. Mais bon, c'est à la mode. Un petit goût un peu particulier. Mais c'est vrai que, et là, on a utilisé un système un peu différent qui est un système de sèche-cheveux sans la chaleur, de soufflerie pour les faire partir, pour les faire sortir. Ça on s'améliore une fois, on trouve d'autres astuces, on discute avec d'autres personnes qui sont dans cette démarche. C'est vrai que c'est une démarche un petit peu récente et qui est contestée aussi par... donc on est dans l'explication et dans une découverte aussi avec des gens, comme monsieur qui a une habitude et une expérience de ruche habituelle. Et c'est vrai qu'on s'enrichit de tout ça. Quoi. De toute façon, on n'a pas la science infuse. Nous, on essaye de faire une démarche un peu particulière pour avoir des abeilles en forme. Après, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont en meilleure forme l'hiver. Que c'est peut-être nous là qui tenons la bonne solution. Après, sur la production en quantité, effectivement, on n'est pas dans cette démarche. Mais lorsque le miel il est cool, et vous le filtrez, on peut le manger tout de suite, il faut le filtrer, il a quelque chose qu'il faut le faire. C'est-à-dire que les rayons sont déjà sur le tamis.